Cette émission vous est présentée par Homéocan, un laboratoire de santé naturelle canadien. Aujourd'hui, à TV Santé, il sera question d'huile végétale et d'aromathérapie. Vous savez, l'aromathérapie, on en parle, c'est intéressant, des molécules, concentration, on va en parler pendant 15 minutes tantôt avec Sonia, vous allez adorer l'entrevue. Par contre, c'est tellement concentré que le truc que je donne à tout le monde, quand on commence à apprivoiser les huiles essentielles, c'est de toujours l'administrer avec une huile végétale. Une huile végétale, ça contient des acides gras, des vitamines, des minéraux. Pour diluer l'huile essentielle, c'est parfait, puis pour bien l'appliquer sur la peau. Moi, je dis aux gens, oui, j'ai trouvé une huile essentielle, bonne pour moi, la bonne qualité, parfait. Mettre ça pur sur la peau, c'est pas nécessaire. Mettez-vous quelque chose qui va vous aider. Moi, souvent, là, facile, je vais dire, mettre de l'huile dans le creux de ta main, une bonne huile végétale. On peut prendre n'importe quelle à la maison, hein? Que ce soit de tournesol, que ce soit l'huile d'olive, que ce soit l'huile d'avocat. Mettez-vous une bonne huile, rajoutez 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 5 gouttes maximum d'huile essentielle. On peut en mélanger plusieurs et on va venir l'appliquer à l'endroit qu'on a de besoin. Mettons qu'on aurait mal à la gorge, mettons qu'on a des problèmes de ventre, dépendamment des huiles essentielles et de l'application thérapeutique qu'elle a. Les huiles végétales, ça vient tout simplement des noix, des grains. On va chercher l'huile qui est à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même beaucoup d'acides gras essentiels, des vitamines, des minéraux à l'intérieur. Donc, en plus, ça nourrit la peau. C'est sûr qu'il y a des huiles végétales qu'on connaît plus. Exemple, comme l'huile d'amande douce. Pour toute la famille, vous allez, autant pour un bébé, une personne âgée, un massothérapeute, c'est la plus connue de toutes. Par contre, ce qui est intéressant pour l'huile d'amande douce, parce que j'en ai emmené 2 ce matin, exemple, c'est que l'huile d'amande douce, pour n'importe quel type de peau, qu'il soit sensible, pas sensible, pas de problème. En plus, elle va aider pour l'irritation, la démangeaison. Fait que c'est ça que c'est doublement intéressant, ceux qui ont la peau sensible, de venir chercher l'huile d'amande douce. C'est vraiment celle qui est la plus connue. Donc, une deuxième huile végétale, parce qu'on en a quand même plusieurs qu'on pourrait nommer, qu'on pourrait toutes connaître, ça serait laquelle? L'huile de coco. Bien, l'huile de coco, ce qui est intéressant, elle a un petit côté, exemple, antibactérien. Et c'est pour ça que quand on google et qu'on s'en va voir sur l'huile de coco, oui, sur la peau, c'est intéressant, mais vu qu'elle est antibactérienne, quand on a des problèmes de bactéries au niveau de la peau, bien, ça serait une qui serait quand même la plus intéressante. Puis, les côtés antibactériens, c'est ce qui fait qu'il y en a qui vont dire, prenez-vous un peu d'huile de coco pure dans la bouche, faites ça comme ça dans la bouche pendant une couple de minutes, puis ça va vous aider pour tous les problèmes parodontiques au niveau de... où on en met juste sur une brosse à dents, puis on brosse les dents. Bien, juste faire ça, comme ça dans la bouche, c'est parfait, l'huile de coco. Fait que ça, c'est des actions thérapeutiques. Puis je trouve que c'est de valeur qu'on ne les connaît pas toutes. L'huile de noyau d'abricot, l'huile de chanvre. Je pense que ça vaut la peine de faire le tour puis de découvrir toutes les huiles. Puis je ne parle même pas en interne. Mais sachez que c'est quand même important. En interne, l'huile de coco, là, si vous commencez ce matin de mettre l'huile de coco pour faire cuire, pour manger, juste ça, là, 6 mois, on peut avoir un gros changement au niveau de votre problème, au niveau du cholestérol. Pour ça, je vous dis que des fois, ça vaut la peine de partir puis d'aller à la découverte des huiles puis de prendre des bonnes habitudes. Puis tant qu'à avoir quelque chose sur notre corps, d'acheter une crème, une huile. Puis pourquoi pas, sur le marché, on retrouve beaucoup des huiles à massage. Ici, j'en ai une huile à massage Caresse. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de prendre une huile végétale de base et de rajouter des huiles essentielles qui vont avoir des actions thérapeutiques au niveau sensuel, détente, nervosité. C'est sûr que ça se vend toute prête, mais il n'y a rien qui vous empêche de les faire vous-même. On s'en va voir l'entrevue avec Sonia. En entrevue, j'ai le plaisir d'avoir Sonia Blondeau, CPA-CA, rien de moins, auteure, conférencière et aromathérapeute certifiée. Sonia, pour les gens à la maison, présente-toi, là. Oui, merci Marie-Lise. Écoute, avant d'écrire le livre Au cœur des essences, lorsque les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier, j'ai d'abord une formation de comptable agréé et j'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans des postes de direction dans des entreprises au Québec et en Ontario. Mais il y a 6 ans, ma vie a pris un tout autre sens et à bien des niveaux. Alors, j'ai eu un accident de vie, si on veut. Je me suis blessée lorsque je suis tombée de mon vélo
Je m'entraînais avec l'équipe de triathlon de ma région. Quand même? Oui. Et ça a été une chute assez violente qui m'a laissée avec des blessures sévères. Et puis, pendant 2 ans de temps, là, j'ai été traitement, médication conventionnelle, si on veut, puis il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, après 2 ans, j'en pouvais plus. Et là, j'ai décidé de tout quitter. J'ai laissé mon travail, j'ai vendu ma maison. Et là, je me suis retrouvée en Allemagne dans une clinique de gestion de la douleur. Pour vrai? Wow! Oui. Et là, je dis, ouais, c'est pas drôle, là, mais quand même, c'est une belle... ça a été un tournant, si on veut. Ils m'ont soignée avec de la médecine conventionnelle, mais ils m'ont soignée aussi avec des médecines complémentaires. Et j'ai commencé à avoir un soulagement, si bien que 4 mois plus tard, là, je pouvais recommencer à nager. Ça faisait presque 2 ans et demi que je n'avais pas fait de sport après mon accident. Et évidemment, là, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Et j'étais très curieuse. Donc, je suis décidée d'aller me former dans une école d'aromathérapie parce que j'en suis vite venue à regarder du côté des huiles essentielles. Et là, j'ai choisi d'aller me former aux États-Unis dans une école d'aromathérapie. Et j'ai appris les belles propriétés thérapeutiques des plantes, évidemment, et ensuite des huiles essentielles. Mais je me suis surtout intéressée à la science moléculaire derrière pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'était produit sur mon corps, pourquoi, comment ça fonctionnait et tout. Et là, une fois que j'ai eu mon diplôme d'aromathérapeute certifié, déjà, j'avais à l'esprit qu'il fallait que je transmette cette information pour amener de l'espoir aussi à d'autres personnes qui, comme moi, souffrent, hein, qui a d'autres choses qui peuvent nous aider. Donc, mais mon expérience était vraiment mince en aromathérapie. Moi, je n'avais pas cette expertise-là. Alors, j'ai choisi de quitter encore tout à nouveau. Pendant 2 ans, je suis partie à travers le monde. Je me suis retrouvée en Australie, en Indonésie, dans une dizaine de pays, en France. Et là, j'avais une liste de 30 experts qui utilisaient l'aromathérapie auprès de leurs patients en clinique ou à l'hôpital que je voulais rencontrer. Puis c'est à travers toutes ces rencontres-là que j'ai découvert Catherine Maranzana. Mais c'est qui, Catherine Maranzana? Tu sais, quand même, je l'ai rencontrée parce que j'ai eu le plaisir de vous voir les deux. Puis j'avoue que le côté médical en Europe avec l'aroma, moi, ça m'a complètement renversé. C'est pour ça que j'avais le goût, en fait, que tu sois ici aujourd'hui. Mais c'est qui, Catherine Maranzana? Eh bien, Catherine Maranzana, d'abord, c'est l'héroïne de mon livre. Hein, et c'est cette infirmière diplômée qui a introduit l'aromathérapie dans son hôpital de Colmar, en Alsace, en France. Ça fait déjà presque 10 ans. Et au départ, elle l'a introduit pour améliorer le bien-être de ses patients cancéreux. Et Catherine, elle s'est formée aussi à l'aromathérapie clinique à l'Université de Strasbourg et elle enseigne aujourd'hui ce diplôme universitaire à d'autres soignants. Alors, pour vous donner une idée, l'hôpital de Colmar, ça dessert une population d'à peu près 1,5 million d'habitants. Quand même. Et ils sont 4 000 employés, dont 400 médecins chirurgiens. Alors, ça vous donne une idée. Quand Catherine est arrivée avec ses huiles essentielles dans des produits naturels, hein, dans un environnement où la médecine pharmaceutique, si on veut, est omniprésente, ça n'a vraiment pas été, facile. Puis ça, c'est la première conversation qu'on a eue ensemble. Et elle me disait qu'elle était confrontée beaucoup avec du scepticisme de la part des médecins. Ça, hein? Alors, les médecins en France puis les soignants ne sont pas différents de nos médecins puis du monde médical ici. Il y a beaucoup de scepticisme. Puis, quoi qu'on puisse en penser, c'est un peu légitime, ce scepticisme-là. Parce que quand on lit justement mon livre, on se rend compte que les médecins ne sont pas formés aux valeurs thérapeutiques des plantes, ni à leur belle richesse en molécules. Alors, malgré qu'ils aient 8, 10, des fois plus d'années d'études, ces notions-là de la nature, c'est pas nécessairement, ça fait pas partie du cursus officiel d'un étudiant en médecine ou d'un étudiant en pharmacie. Alors, eux, ils sont responsables de la santé de leurs patients, hein, de la sécurité de la santé de leurs patients à l'hôpital. Donc, dans le contexte où on ne les forme pas, où on les forme très peu, bien, c'est normal qu'ils soient méfiants. Et dans le fond, c'est un petit peu un gage de sécurité pour nous, qu'ils n'acceptent pas n'importe quoi, hein, s'ils ne le connaissent pas. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là que Catherine, elle s'est donnée comme mission de les informer. C'était quoi l'aromathérapie? Puis en quoi ça pouvait venir les aider en complément avec la médecine conventionnelle. Le lien qu'il y a entre la médecine conventionnelle puis l'aromathérapie, parce que là, c'est gros. Un hôpital, que tu vas me dire qu'ils vont se parler, se donner la main. C'est quoi le lien qu'ils ont fait? Oui, entre les en fait, ce qui a servi de pont entre les deux, ces deux mondes-là, ça a été la molécule.
Okay. La molécule qu'on retrouve dans les plantes, la molécule qu'on retrouve dans les huiles essentielles et la molécule qu'on retrouve aussi dans les médicaments pharmaceutiques. Eux autres, c'est comme ça qu'ils parlent, que ce soit pharmacien, médecin, on parle tout le temps de molécules. Fait que c'est sûr, ça a dû faire un petit... Oui, oui. Tu sais, dans les huiles essentielles, on retrouve une harmonie moléculaire, si on veut, qu'on retrouve aussi dans la nature, dans la plante. Hein? Puis chacune des huiles essentielles peut avoir jusqu'à une centaine de molécules, puis ce sont les molécules qui donnent les propriétés aux huiles essentielles. Par exemple, la lavande, elle a plus de 200 molécules. Donc, à la fois, la lavande, elle est cicatrisante, elle est anti-inflammatoire, antispasmodique, elle peut être anti-infectieuse. Il y a beaucoup de propriétés à la lavande. Ça vient de ces molécules. Dans le médicament, on a, pour la plupart, on n'a qu'une seule molécule qui, elle, a été synthétisée des milliers de fois. C'est souvent ce qui provoque aussi les effets secondaires. Les effets secondaires, bien oui. Parce que la molécule, elle n'est plus dans son environnement originel. Elle est isolée, elle est extraite, puis elle est multipliée, elle est synthétisée des milliers de fois pour pouvoir justement en faire un médicament qui est puissant. Donc, c'est un peu, si on veut, comme ça qu'il fonctionne. Hein. Les chercheurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans la nature chercher un ingrédient actif. Ils trouvent la molécule qui a cet ingrédient actif-là, ils l'extraient, ils l'isolent, le synthétisent. Alors, il y a 70 à 80 de nos médicaments à visée antibiotiques qui sont fabriqués de cette façon-là. C'est incroyable, pareil. Hein? Oui, oui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, la pharmacopée française, ça, c'est l'encyclopédie de toutes les composantes qui ont servi à un moment donné à fabriquer un médicament. Eh bien, elle recense 365 plantes. Ce qui signifie que pour chacune de ces plantes-là, il y a au moins une molécule qui a été utilisée pour fabriquer un médicament. Hey, c'est quelque chose, c'est incroyable ce que tu me dis. Ouais. Là, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause pour aller à notre capsule santé. Aujourd'hui, à notre capsule santé, je vous amène dans le merveilleux monde du varech. Au Japon, où l'on consomme volontiers des algues, le varech fait partie intégrante du régime alimentaire. Les personnes végétariennes ou adeptes de l'alimentation naturelle incluent également des algues, dont le varech, dans leur menu. Source naturelle d'iode, de minéraux, d'oligo-éléments, le varech est une algue marine qui aide à régulariser l'activité thyroïdienne, laquelle intervient favorablement dans l'équilibre hormonal du corps. De plus, en fournissant l'iode nécessaire au bon fonctionnement de la thyroïde, le varech contribue à maintenir un métabolisme sain. Il en résulte une meilleure capacité de l'organisme à brûler les graisses accumulées. Sa teneur en minéraux et oligo-éléments procure quantité d'éléments nutritifs essentiels au corps, permet de soutenir plusieurs fonctions glandulaires et d'augmenter l'énergie. Le varech est un super aliment qui est exceptionnellement dense en nutrition. Plusieurs vitamines A, B, C, E, des minéraux, des oligo-éléments, des lipides, dont les acides gras EPA et AA. Du stérol, plusieurs autres substances telles que protéines, acides aminés, mannitol, sorbitol et polyphérol. Et surtout, le varech contient plus d'iode que tous les autres algues. 50 grammes de varech contient plus de 100 de notre apport quotidien recommandé. De plus, l'iode organique qui est présent dans le varech est dans une forme qui est beaucoup plus absorbable que dans la forme inorganique que l'on retrouve dans le sel de table. Vous savez, l'iode joue un rôle majeur au niveau de la thermorégulation, ce qui veut dire que l'iode équilibre notre thermostat intérieur, comme ceux qui ont toujours chaud ou qui ont toujours froid. L'iode joue aussi un rôle sur le métabolisme, la reproduction, la croissance, la production de cellules sanguines, ainsi qu'au niveau du développement du système nerveux et du fonctionnement des muscles. Les carences chroniques en iode peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé chez les enfants et les adultes, y compris un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde, dont le goitre, différentes anormalités neurologiques, gastro-intestinales et cutanées. Une carence en iode chez les femmes enceintes et qui allaitent peut causer des déficits neurocognitifs chez leur bébé. Les carences en iode sont rares dans les pays industrialisés comme le Canada, car le sel de table et la nourriture pour le bétail sont enrichis en iode. Cependant, les personnes qui évitent le sel, la viande ou qui ont une thyroïde hyperactive peuvent tirer profit de cette source naturelle d'iode. Le varech a une action stimulante sur la thyroïde, la glande de l'énergie. Le varech augmente ainsi le métabolisme de base, optimise le brûlage des graisses. Pour les troubles d'embonpoint, tout simplement merveilleux. Le varech a aussi de nombreuses propriétés qui stimulent l'organisme humain. Lorsqu'il est ingéré, le varech a une action coupe-faim, adoucissante sur les muqueuses, dépurative, reminéralisante, fortifiante, légèrement diurétique, laxative. Il augmente l'élasticité de la peau et atténue les signes de vieillissement.
En outre, il aide à réduire le cholestérol et exerce une action tonique sur les glandes. Une autre application thérapeutique, le varech est souvent utilisé pour contrôler l'inflammation et les douleurs articulaires causées par la polyarthrite rhumatoïde. Des essais cliniques ont pu clairement démontrer que l'extrait de varech pourrait réduire les symptômes de l'arthrose jusqu'à 52 %. En terminant, notre commanditaire de cette capsule santé, Léo Desilets, maître herboriste, vous invite à participer à leur concours. Chaque semaine, rendez-vous sur leur page Facebook et répondez à la question et vous devenez éligible automatiquement au tirage de 3 paniers cadeaux de leur gamme de produits qui aura lieu à la fin de la saison. Nous sommes de retour. L'aromathérapie, il semble qu'il s'agisse comme d'un espèce de mouvement de fond. Oui, moi je dirais aussi que c'est un mouvement de fond qui prend de plus en plus d'ampleur. Écoute, il y a des milliers de cas qui sont répertoriés, qui sont traités dans les hôpitaux à chaque année aujourd'hui en France. Et puis, ça devient comme une base scientifique que d'autres médecins peuvent utiliser si eux-mêmes ils veulent introduire l'aromathérapie dans leur établissement de santé. Alors, Catherine, elle a formé depuis 2009 500 soignants seulement dans son hôpital à elle. Wow. Ouais. Et au cours des 2 dernières années, elle a formé 40 équipes hospitalières qui viennent d'autres hôpitaux en France et même jusqu'à Genève en Suisse. Alors, il y a vraiment quelque chose. Et les soignants, quand ils se rendent compte justement qu'il y a des bienfaits, ils retournent sur les bancs d'école pour parfaire leurs connaissances. On leur apprend évidemment toute cette science moléculaire, comment les molécules interagissent entre elles, entre les huiles, mais aussi avec les médicaments pharmaceutiques, puis comment ils peuvent éviter ce genre de choses. Alors, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Catherine me disait que cette année, dans la promotion de cette année, il va y avoir un chirurgien. Alors, c'est rendu que c'est plus que juste les infirmières ou les médecins maintenant, les spécialistes qui vraiment voient le bien-être et puis le bienfait même dans leur propre secteur. Alors, il y a aussi un guide référentiel qui a été publié cet été. Ça, c'est vraiment une avancée majeure, je te dirais. Okay. Ça a été publié par 35 experts du monde médical et scientifique en France à l'intention d'autres soignants dans les établissements de santé. Alors, ça recense toutes les informations pertinentes et nécessaires pour, justement, implanter un projet institutionnel d'aromathérapie dans un endroit de santé. Wow. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Ils identifient 5 situations particulières où on doit utiliser, où on peut utiliser l'aromathérapie. Et entre autres, ils utilisent des interdoses de soins aromatiques pour éviter une escalade médicamenteuse ou pour diminuer les risques d'effets secondaires. Alors, c'est pas rien. Des experts qui disent qu'on peut utiliser l'aromathérapie en interdose pour éviter ça, aussi pour assainir l'air. Puis il y a autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils suggèrent aussi d'utiliser l'aromathérapie sous la forme de l'olfactothérapie dans la recherche d'un changement de comportement. Alors, en psychiatrie, Catherine utilise ça beaucoup. Mais les gens, quand on parle d'olfactothérapie, quand même, le monde à la maison ne connaissent peut-être pas nécessairement ça. Parle-moi un peu plus d'olfacto. Oui, en fait, j'ai écrit 2 chapitres sur l'olfactothérapie dans mon livre. Et tu sais que l'odorat, c'est le seul sens chez l'humain qui est directement lié par notre membrane olfactive dans le nez, qui est directement lié à notre système limbique. Puis le système limbique, c'est l'endroit où c'est le berceau de toutes nos émotions, mais c'est aussi là où on emmagasine toutes nos mémoires. Alors, quand on respire une odeur, ça peut nous ramener des souvenirs. Dans certains cas, ça nous apaise, ça nous réconforte. Hein? Les agrumes, par exemple, c'est reconnu pour mettre de la joie dans la vie. Oui. Hein? Mais chacun réagit à sa façon. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Et ça n'empêche pas que la personne peut vivre quelque chose de vraiment très difficile. Ça ne change pas ce qu'elle vit. Mais par contre, ça peut diminuer l'intensité des émotions avec laquelle elle le vit. Au lieu d'être tout noir, ça peut devenir gris ou même gris pâle. Hein? C'était les paroles de Catherine Maranzana. Donc, c'est de là que c'est intéressant de commencer à parler de l'olfactothérapie et par exemple, en jouant un peu avec les émotions, pas en jouant, mais en touchant les émotions, on arrive à changer le comportement.
Parce qu'il y a beaucoup de monde, ils ne savent pas, mais dans le fond, mais l'olfacto, le sens de l'odorat, c'est le plus archaïque de nos sens, en fait. Puis, tu sais, ce matin, c'est ça. Moi, j'ai un petit bijou ici que je mets des huiles essentielles. Puis, dépendamment de l'huile essentielle qu'on a mis, on a parlé de la rose tantôt, Ravensara, c'est sûr qu'on ne se rend pas compte de ce qui se dégage, mais ça a un effet. Ça a un effet, c'est très subtil. Et puis, ce que tu disais avec Catherine Maranzana, j'ai eu le plaisir de vous avoir au Congrès Santé, dans un hôpital, et moi, j'étais fière qu'elle puisse donner une formation, puis qu'il y avait la massothérapeute du centre palliatif. Ils ont adoré. Fait que je peux dire que le petit pas que tu fais tranquillement au Québec, moi, je te remercie parce que c'est vraiment intéressant. En fait, ces experts-là, ils reconnaissent non seulement les propriétés physico-chimiques des huiles pour soulager plusieurs maux physiques, mais ils reconnaissent aussi les propriétés émotionnelles pour tout ce qui est le côté émotionnel. Oui, donc c'est intéressant. Toi, maintenant, on s'en va quoi, là? Le projet futur, c'est quoi? Bien, en fait, moi, depuis mon rétablissement en 2015, je me suis donné comme mission d'éduquer, d'accroître les connaissances, mais aussi d'accroître la crédibilité de l'aromathérapie. Et j'ai commencé à faire des conférences sur l'aromathérapie scientifique. Justement, Catherine s'est jointe à moi au mois de novembre, puis on a parcouru plusieurs villes au Québec. On a donné plusieurs conférences. Et on a même présenté dans un hôpital. Les soignants et médecins étaient fort intéressés à ce qu'elle avait à leur dire. Elle avait des études scientifiques et des photos à l'appui, des résultats qu'ils obtiennent des fois dans des situations où les médecins sont en impasse thérapeutique parfois. Alors, ils font appel à elle. De plus en plus, d'ailleurs, les demandes, auparavant, elles provenaient des infirmières lorsque Catherine elle a commencé à introduire l'aromathérapie. Mais aujourd'hui, ça provient vraiment des médecins qui se retrouvent en impasse thérapeutique. Alors, c'est un beau cheminement. On n'a pas le choix. Ouais. Puis il y a aussi les universités qui sont intéressées à faire venir le diplôme universitaire d'aromathérapie clinique. Donc, j'aimerais beaucoup les aider à travers ça. Puis personnellement, je suis en train d'écrire mon deuxième ouvrage tu disais ça tantôt, sur l'aromathérapie. Travailler là-dessus. Oui, je m'en vais 4 mois. Et puis, ça va être vraiment... Ce que je suis en train de développer, c'est une nouvelle méthode d'apprentissage pour que les gens, dans le public en général, soient capables de reconnaître les huiles essentielles, les molécules, puis aussi pouvoir les choisir d'une belle façon et tout. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui me tient à cœur pour aider les gens à mieux sélectionner leurs huiles essentielles puis savoir comment les utiliser. Puis en terminant, dis-moi donc, les formations, on en a besoin, hein? Écoute, la formation, c'est important d'abord pour savoir comment choisir une huile essentielle. Par la suite, comment l'utiliser, en diffusion, par exemple. On diffuse que 15 à 20 minutes, même si nos diffuseurs peuvent diffuser pendant 8 heures. Il ne faut pas. C'est 15 à 20 minutes. Oui. Après, on aère la pièce, puis on attend au moins 1 heure pour recommencer. C'est suffisant. En application, on ne met pas ça directement sur la peau. Ça doit être dilué avec une huile végétale, 1 ou 2 gouttes. En aromathérapie, avec les concentrations qu'on leur connaît. C'est ça, des molécules, là. Il y a des dangers quand même, là. Puis les familles moléculaires aussi peuvent avoir différentes toxicités, soit sur la peau, sur le rein, les cellules nerveuses, etc. Donc, il ne faut pas s'improviser aromathérapeute après seulement quelques heures de formation. Je pense que ça, c'est le conseil le plus important. Et puis, il ne faut pas s'automédicamenter. C'est une thérapie complémentaire. Vraiment, Sonia, j'apprécie énormément. Je crois que les gens à la maison ont adoré. Puis, on va prendre quelques instants pour aller à la chronique de Jean-Yves Dionne, la pharmacienne. Alors, rebonjour, la deuxième partie de la chronique de l'apothicaire sur les vitamines. La dernière fois, on a parlé des vitamines B et de la vitamine C. Je ne vous parlerai pas de la vitamine D ce fois-là, on en a déjà parlé, puis on va y revenir une autre fois. Je vais vous parler de ce qui n'est pas une vitamine. Alors, autrefois, on avait la vitamine F. La vitamine F, c'est les acides gras essentiels, mes fameux oméga 3, oméga 6, dont j'ai absolument besoin, c'est essentiel, mais il y a une caractéristique des vitamines que les oméga 3 n'ont pas. Une vitamine, c'est essentiel, j'en ai besoin en petite quantité, mais je ne peux pas les utiliser pour les brûler pour faire de l'énergie. Ce n'est pas un nutriment au sens macronutriment, je les prends pour les brûler. Les acides gras, si essentiels soient-ils, quand j'en ai trop, je les brûle, je fais de l'énergie avec. Donc, les oméga 3, oméga 6 ne sont plus des vitamines, d'autant plus que j'en ai besoin en grammes, pas en milligrammes. Alors, la vitamine F débarque. On a eu la vitamine P. Des fois, vous allez lire PP. Et là, je reviens à mon anecdote de la fois d'avant sur mes Amérindiens qui ont traité le scorbut autrement qu'en donnant du jus d'orange ou des sources de vitamine C. Il se passe que
on a dit à un moment donné que la vitamine P, c'était ce qui avait un effet anti-inflammatoire et qui permettait l'intégrité des tissus. P pour polyphénol. Là, vous avez entendu ça dans les médias. Dr Béliveau parle du thé vert. Tout ce qu'on retrouve dans les végétaux qui a des effets antioxydants. Le thé vert, les catéchines, les couleurs dans le bleuet, c'est des anthocyanes. Alors, on a tout un discours comme ça. On les appelle flavonoïdes, on les appelle polyphénols. Ce sont des molécules qui ont des effets vasotoniques, antioxydants, toniques du collagène, bon, etc. Mais encore là, c'est pas spécifique une molécule, une réaction. C'est une famille. Et tenez-vous bien, des polyphénols, il y en a 600 dans ma bouffe. Alors, mangeons-en, mais je ne peux pas les appeler molécules essentielles parce qu'une va remplacer l'autre et je peux me passer de polyphénol et survivre. Je ne peux pas me passer de vitamines. À un moment donné, je vais mourir littéralement, je vais avoir une maladie grave, genre le beriberi ou des choses comme ça. On n'est pas là. On est vraiment dans un monde où on a une alimentation. Donc, ces deux-là, la vitamine F, la vitamine PP, ce n'est plus des vitamines au sens de la définition de la chose. Ça n'enlève pas qu'ils sont essentiels à la vie. Parlons de la vitamine E maintenant. La vitamine E, c'est une vitamine qu'on appelle liposoluble, donc contrairement aux B qui sont dans l'eau, elle est dans l'huile. C'est une vitamine que mon corps utilise à plusieurs endroits, surtout pour protéger des structures comme mon foie ou des réactions chimiques dans mon corps. La vitamine E se promène, on l'appelle le tocophérol, il y en a 4, et a des effets un peu partout. Et elle travaille en conjonction avec les acides gras. Ce n'est pas pour rien que les meilleures sources de vitamine E, ils viennent d'où? Ils viennent des huiles. Alors, votre huile d'olive est une bonne source. Votre huile de germe de blé, encore une meilleure source. L'huile de palme bioéquitable, parce qu'on sait que c'est compliqué, est aussi une très bonne source. Alors, la vitamine E, c'est ma liposoluble. Une autre liposoluble, c'est la vitamine K. Alors, la vitamine K, K pour le mot qui veut dire coagulation en danois, tenez-vous bien, mais c'est carrément ça. C'est la vitamine essentielle à la coagulation dont j'ai besoin parce que si j'en ai pas assez, je perds ma capacité de coaguler comme il faut. D'ailleurs, le principal anticoagulant, c'est le coumadin, alias warfarine, qui est une anti-vitamine K. Alors, cette vitamine K, j'en ai deux grandes familles, K1, K2. K1, surtout coagulation. K2, surtout métabolisme du calcium, santé des os, mettre le calcium à la bonne place depuis les tissus mous qui raidissent, qui n'ont pas d'affaire, à les os qu'on veut durcir. Ces deux vitamines dont j'ai besoin, et chose intéressante, c'est des vitamines dont je ne peux pas surdoser. C'est pas possible. Il n'y a pas d'apport maximal tolérable. Mangez-en des légumes verts, mangez des trucs de fermentation. C'est vos meilleurs amis, que ça s'appelle du fromage ou du kale. C'est très intéressant. À la prochaine. Vous savez, chaque semaine, vous avez la possibilité de participer au concours de notre commanditaire officiel de l'émission Ma TV Santé. Vous avez tout simplement à aller sur la page Facebook et répondre à la question de la semaine. Vous devenez immédiatement éligible au concours de 3 paniers cadeaux qui vont faire tirer à la fin de la saison d'une valeur de 200 $ chacun avec toute la gamme de leurs produits. Donc, merci d'avoir été là.